Ben, du coup, bonjour. Bon, je vais fermer la porte. Donc, merci d'être venu un dimanche matin. Donc, je vais vous présenter GNU-Gix, qui permet de gérer des environnements reproductibles. Et la question, c'est est-ce que ça permet d'aller au-delà des conteneurs, ce genre de choses. Donc, quelques scénarios pour fixer les idées. Donc, par exemple, vous avez Alice qui utilise Python 3.9 et puis NumPy 1.20. Donc, elle les installe. Bon, là, j'ai pris l'exemple Debian, Ubuntu, mais ça pourrait être n'importe quelle distribution. Bon, elle est contente. Et puis, il y a Blake qui collabore avec Alice, mais dans un autre projet, pour une autre collaboration, elle a besoin de Python 3.8 et NumPy 1.16. Et là, pas de chance, sur sa distribution, donc là, en l'occurrence Debian ou Ubuntu, elle n'a pas la version de NumPy qu'il faut pour collaborer avec Alice. Donc ça, c'est souvent un cas que moi, ça m'arrive souvent. Ou alors le cas aussi où Charlie met à jour son système et puis paf, tout est cassé, quoi. Donc genre vous faites upgrade et puis bim, broken packages. Et là vous passez après votre soirée à réparer. Ou alors vous avez le cas souvent où Alice elle vous dit j'utilise Python 3.9, NumPy 1.20 et vous avez Bob qui dit ouais j'ai les mêmes versions mais j'ai pas les mêmes résultats. Et là vous comprenez pas pourquoi, etc. Et le pire, enfin moi c'est le truc qui m'arrive tout le temps, c'est vous avez un projet, on vous dit ouais j'ai utilisé 3.9 et 1.20 et puis 6 mois plus tard ou un an plus tard vous pouvez plus réinstaller ces versions-là et vous pouvez plus rejouer le projet, etc. Vous pouvez plus refaire le truc et vous bataillez pour mettre à jour le projet. Donc il y a des solutions, donc c'est les gestionnaires de paquets pour gérer la complexité de toutes les dépendances, etc. Donc apt, yum, pour Red Hat, enfin tout ça. Puis après, comme ça, souvent ça suffit pas parce que vous pouvez pas enregistrer, vous pouvez pas faire coexister plusieurs versions. Vous ne pouvez pas revenir en arrière quand vous avez fait un upgrade, etc., enfin une mise à jour. Souvent, vous allez avoir des gestionnaires d'environnement qui vont venir sur ça pour pouvoir compenser. Donc, par exemple, vous allez avoir pip, conda, pour ceux qui utilisent les clusters HPC, vous avez des modules files, ce genre de choses. Mais le problème, c'est que ce genre de choses, on n'a pas de granularité sur la transparence. Donc, par exemple, quand vous faites pip install torch, vous ne savez pas du tout ce que contient ce binaire, finalement. Donc, après, du coup, vous pouvez aussi distribuer et capturer avec des Dockerfiles, des images Docker. Mais le problème, c'est que ça, c'est basé souvent sur des distributions classiques, donc genre Debian. Donc, en fait, vous avez les mêmes problèmes qu'avant. Donc, tout ça pour dire que Gix, en fait, ça répond à... C'est un peu ces trois choses à la fois en essayant de résoudre les problèmes que chacun a individuellement. Donc voilà, Gix c'est un gestionnaire de paquets. Donc Gix c'est un gestionnaire de paquets, donc c'est un peu comme apt, yum, tout ça. C'est transactionnel et déclaratif, ça veut dire que vous n'avez pas d'état cassé. Ça produit des packs distribuables, donc en fait vous pouvez générer des conteneurs Docker, Singularity, etc. Vous pouvez générer des machines virtuelles isolées, donc un peu à la Ansible ou à la Packer. Et puis en fait sur tout ça vous pouvez faire une distribution Linux, peut-être qu'elle même elle est mieux que les autres. Et puis en plus, c'est une bibliothèque Scheme, donc on en parlera plus tard. Donc en fait, vous pouvez aussi étendre tout ça facilement. Donc la présentation, c'est une vingtaine de minutes, c'est assez court, donc c'est vraiment pour essayer de vous donner envie d'aller plus loin. Et enfin voilà, comme c'est l'heure de l'apéro, c'est vraiment juste un apéro de tout ce que fait Gix. C'est pas, enfin voilà. Donc ça s'installe sur n'importe quelle distribution Linux, c'est vraiment facile à essayer. Donc c'est vraiment n'importe quelle distribution Linux avec un noyau récent. Il faut les droits administrateurs juste une fois pour l'install. Donc voilà, vous téléchargez le petit script, vous l'ouvrez, vous le lisez pour regarder qu'il n'y a pas de bêtises dedans. Puis après, vous pouvez l'installer. Il y a quelques réglages supplémentaires qui est écrit dans le manuel. Et après, c'est parti, quoi. Vous n'avez plus rien à faire. Sans droit administrateur, vous pouvez installer, faire des choses, etc. Donc aujourd'hui, on vient de voir l'introduction, et on va vite fait voir un petit peu comment on peut faire le Gix comme gestionnaire de paquets pour créer quelques images et puis pourquoi tout ça c'est reproductible. Donc c'est vraiment un gestionnaire de paquets comme les autres. Donc vous faites Gix cherche, puis des mots-clés, ça vous retourne une liste de paquets. Vous pouvez regarder la description d'un paquet, Gix show. Vous pouvez installer un paquet, vous pouvez installer deux paquets, donc Python, IPython et NumPy. Vous pouvez enlever un paquet, remettre des paquets, etc. Donc un gestionnaire de paquets comme tous les autres. Il n'y a vraiment pas de différence sur ce point-là. Donc par contre c'est transactionnel, ça veut dire que vous pouvez faire deux choses en même temps. Donc en l'occurrence, quand vous faites remove IPython et après install matplotlib et SciPy,
Ben là, vous avez fait deux choses. Et quand c'est transactionnel, vous pouvez l'enlever et installer dans la même transaction. Et si la transaction ne se passe pas bien, eh ben, c'est pas grave, il va vous dire ça s'est pas bien passé et on reste dans l'état actuel. Et puis vous pouvez revenir dans les états précédents. Donc en fait, tout ça pour dire que c'est un gestionnaire de paquets comme les autres. L'interface est en ligne de commande, mais comme la plupart des gestionnaires de paquets. Vous pouvez installer et supprimer des logiciels sans privilège particulier. C'est transactionnel, donc ça n'a pas d'état cassé. Et puis, il y a des substituts binaires. Donc, en fait, vous pouvez télécharger des choses qui sont précompilées. Donc, ça va assez vite, comme n'importe quelle distribution. Donc, les profils, j'en parle pas aujourd'hui, mais c'est ce qui permet en fait de faire la coexistence de plusieurs versions. Donc, un profil, c'est à comprendre un peu comme un environnement, la virtualenv dans Python. Mais bon, ça s'applique à n'importe quel pile logiciel. Donc, ça peut être du Ruby, du Perl. Vous pouvez mélanger même les écosystèmes, etc. Donc on va voir juste les deux points dans le gestionnaire de paquets, c'est la gestion déclarative et les environnements isolés à la volée, qui sont pour moi deux fonctionnalités qu'il n'y a pas dans les autres gestionnaires de paquets. Donc gestion déclarative, c'est quoi? C'est que vous avez des fichiers de configuration. Donc un fichier de configuration, ça va lister les paquets dont vous avez besoin. Donc là, en l'occurrence, tout à l'heure, on avait installé Python, Matplotlib, NumPy et SciPy. Ben là, vous avez une liste qui les liste, quoi. Et du coup, c'est dans un fichier. Ce fichier-là, vous pouvez le versionner dans votre projet, etc., comme un requirement.txt en Python, ce genre de choses. Donc la gestion déclarative, c'est un fichier de configuration. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Mais en fait, souvent, on dit programmation déclarative ou on dit que c'est déclaratif. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc déjà, le premier point qu'il faut remarquer, c'est qu'ici, on n'a pas donné de version. Donc ça, on en parlera plus tard. Et en fait, on a remarqué aussi qu'ici, il y a beaucoup de parenthèses, etc. Donc oui, il y a beaucoup de parenthèses parce que en fait, c'est dans un domaine spécifique language. Donc, je ne sais pas comment on dit ça en français. Julien, tu as peut-être une idée pour la traduction. Voilà, bon, ouais, c'est un DSL et c'est basé sur Scheme, qui est un langage fonctionnel. Donc oui, il y a beaucoup de parenthèses, c'est baroque, tout ça, c'est un peu vieillot, machin. Mais il y a un vrai continuum. Ça veut dire que le manifeste que vous voyez avec ce langage avec des parenthèses, c'est le même langage que vous utilisez pour définir des paquets, c'est le même langage que vous utilisez pour étendre Guix à vos cas d'usage, et c'est le même langage dans lequel Guix est écrit. Donc une fois que vous avez payé le ticket d'entrée, qui est un peu, enfin voilà, c'est un nouveau langage à apprendre, mais une fois que vous avez payé ce ticket d'entrée, en fait, vous avez toute votre distribution configurable, adaptable à vos besoins. Ce qui est pas le cas en fait avec la plupart des distributions où l'écosystème il est très séparé. Et en fait, déclaratif, ça s'oppose à impératif. Donc, ce n'est pas données inertes versus programme. Donc, programmation déclarative, c'est comme les programmations fonctionnelles, par exemple descriptive ou logique. Et en fait, donc, Guix est basé vraiment sur ce concept de programmation, de gestion déclarative. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, au lieu de faire un requirement.txt qui est tout plat, vous pouvez en fait programmer la configuration que vous allez installer. Donc là, en l'occurrence, c'est un truc super compliqué pour faire quelque chose de tout simple, c'est la même chose que ça, mais c'est juste pour vous montrer en fait que vous pouvez programmer la configuration des paquets que vous lui donnez en fait. Et donc ça, vous pouvez transformer les paquets que vous allez installer. Et donc Guix après a plein de mécanismes, on pourra en parler si vous voulez dans les questions, pour transformer les paquets que vous installez, pour réécrire plein de paramètres à la volée. Et donc en fait c'est un DSL, ça veut dire que vous avez des choses qui sont le DSL de Guix. Il y a des choses qui sont du coup du Scheme, donc c'est un langage de programmation à apprendre, et puis voilà. Donc déjà ça, pour moi, c'est un truc qui permet d'adapter à mes cas d'usage, et puis ça, c'est super adaptable. La deuxième chose, en fait, qui est pour moi un truc qui est vraiment super pratique en termes de gestion de paquets, c'est que je peux étendre temporairement un profil. Donc j'ai un environnement dans lequel j'ai déjà installé des paquets. Donc en l'occurrence, par exemple, j'ai outils projet qui liste mes paquets. Et puis en fait, on n'est pas d'accord dans le projet. Moi, j'aime bien Python parce que je trouve que c'est plus sympa comme interface d'interpréteur Python, tout ça. Enfin voilà. Et du coup, il n'est pas dans la liste des projets, il n'est pas versionné avec le projet, mais moi, pour travailler, je l'utilise et je peux étendre mon environnement à la volée en rajoutant, du coup, je passe le manifeste et je rajoute les paquets que je veux et je peux avoir mon Python et je suis content, tout ça. Sauf que le truc qui est super cool, enfin super chouette, c'est que vous pouvez passer l'option ---- pure qui enlève en fait toutes les variables d'environnement. Donc là, du coup, si vous avez des dépendances cachées, ça vous saute à la figure. Et surtout, vous pouvez même faire --container qui va lancer votre nouvel environnement étendu.
ça va lancer dans un truc conteneur isolé en utilisant les namespaces Linux, etc. Donc vous n'aurez plus l'accès au réseau, vous n'aurez plus l'accès au système de fichiers, enfin uniquement ce que vous lui configurez. Et donc là, c'est pareil, quand vous développez un truc, ben, ça permet de savoir ce qui va casser ou pas casser, etc. Et en plus, du coup, il y a aussi une option développement qui permet d'inclure toutes les dépendances du projet. Donc par exemple, si vous tapez la dernière commande, gix shell emacs git git sendmail développement gix, vous allez générer un environnement qui va contenir tous les paquets dont vous avez besoin pour développer Gix. Et voilà, c'est super facile. Vous n'avez pas à installer les auto-tools, tous les trucs, toutes les dépendances de Gix. C'est développement, ça l'installe, tous les développements de Gix. Et vous pouvez le faire pour n'importe quel paquet. Donc vous pouvez faire développement votre super projet. Donc, coupure pub. Du coup, Gix, il est en production, c'est utilisé dans la recherche scientifique, mais ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas dans la recherche scientifique. Donc voilà, c'est en production sur des grosses machines, et il y a un projet qui s'appelle GixHPC, qui est d'utiliser Gix pour la science. Et donc une fois par mois, on fait des Gix Café, on passe 1 heure pour discuter d'un sujet, etc., etc. Voilà. Donc, OK, là, on est content, mais quand on a fait Gix Shell Container, on s'est dit, OK, j'ai containerisé mon projet, mais c'est en local. Mais moi, je voudrais distribuer ces conteneurs isolés. Donc, comment je pourrais créer des images? Donc, d'abord, c'est quoi un conteneur? Un conteneur, c'est comme un smoothie. En fait, vous savez, le smoothie, c'est un jus dans lequel vous avez mis plein de fruits, etc., mais vous ne savez pas exactement ce qu'il y a à la fin. Donc, c'est super bon, ça, c'est sûr. Mais par contre, vous ne savez pas exactement ce qu'il y a dedans, et souvent, vous ne pouvez pas le refaire ailleurs. Donc, en fait, comment ils sont construits, les conteneurs? Le plus souvent, c'est avec les Dockerfiles, mais qui ressemblent un peu à ça. Donc, vous avez une image que vous tirez qui est, on ne sait pas trop d'où. Puis après, vous avez du apt-get, vous tirez des paquets, vous ne savez pas trop les versions que vous tirez, etc. Puis souvent, vous installez des choses vous-même, du OpenBlast que vous liez un peu à la main. Enfin bon, voilà. Et en fait, quand vous avez ça intenté, donc par exemple aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr, avec le même Dockerfile, de pouvoir régénérer la même image plus tard, genre 6 mois plus tard, 1 an plus tard, etc. Donc un conteneur, ça fait quoi? Ça capture en fait une collection de paquets dans un format d'archive. Donc Docker, en fait, c'est un format d'archive, mais vous pourrez très bien en avoir d'autres. Donc en fait, le but d'un pack, c'est de décrire tout ce dont le projet a. Faut que Alice le distribue à sa collaboratrice, donc en l'occurrence Blake. Et Blake, elle n'a pas forcément installé Gix, elle aura le même environnement. C'est ça le concept d'un conteneur. Donc du coup, un pack, c'est une collection de paquets dans une archive, format d'archive, et Docker, c'est un type de format d'archive. Vous pourriez très bien avoir Singularity, c'est un autre type de système de conteneur. Vous pourrez très bien aussi avoir du tarball, donc en fait, vous avez des binaires que vous désarchivez ailleurs. Vous pourrez bien aussi générer, par exemple, un paquet Debian pour après l'installer sur une autre machine qui utiliserait Ubuntu ou Debian. Et donc, bon, ok, mais c'est quoi tout, en fait, finalement? Mais tout, en fait, c'est la clôture transitive. Donc, c'est le mot de Gix pour dire toutes les dépendances. Donc, par exemple, quand vous installez NumPy, qui est un logiciel qui fait de l'analyse numérique sur les matrices, l'algèbre linéaire, etc., ça va utiliser en dessous OpenBlast, qui est une librairie écrite en C qui fait de l'algèbre linéaire. Et en fait, du coup, si vous voulez avoir Alice et Blake aient le même environnement, il faut inclure ce OpenBlast. Et c'est ce que fait le conteneur. Il vient capturer tout ça, que ce soit Docker ou n'importe quel type de choses. Et donc, avec Gix, avec une commande, c'est Gixpack, vous pouvez créer une archive qui contient ce tout, en fait. Tout ce dont a besoin Blake pour pouvoir travailler comme avec Alice. Donc, par exemple, si vous faites Gixpack-Docker et puis la liste de projets, ça va construire un conteneur Docker que vous pouvez mettre sur n'importe quelle registry Docker, donc genre Docker Hub ou que sais-je, et vous pouvez du coup le distribuer. Et Blake, elle n'utilise pas Gix, elle peut télécharger ce conteneur et puis du coup, elle va faire Docker Run comme une image Docker classique et là, elle aura exactement le Python 3 qui a été construit par Alice avec Gix, etc., etc. Et en fait, ça marche sans passer par un Dockerfile. C'est vraiment Gixpack, il écrit directement l'image Docker qui est en fait un format d'archive comme tar, etc.
Donc du coup, on peut, sur le site du Geeks HPC, il y a un article de blog qui explique par exemple comment régénérer 2 images Docker sur 2 machines différentes à 2 moments différents. Et ça, par exemple, avec Dockerfile, c'est quasiment impossible à ma connaissance, ou alors il faut travailler. Alors que là, c'est une ligne de commande. Donc voilà, le pack, Geeks est agnostique sur le format du conteneur. Donc vous pouvez générer des archives repositionnables, vous pouvez du Docker sans passer par les Dockerfiles, du Singularity via SquashFS. Vous pouvez même générer des paquets Debian. Donc vous pouvez vraiment l'adapter à tous vos cas d'usage. OK. Donc là, c'est cool, mais en fait, la vie, il y a des services. Vous devez déployer des services. Et donc, en fait, pour déployer des services, vous ne pouvez pas juste faire un pack. Il faut faire, en fait, une image. Donc, vous pouvez générer une machine virtuelle avec Geeks qui s'appelle Geeks System VM. Et vous allez pouvoir générer plein d'images avec plein de formats différents, dont Docker. Et cette machine virtuelle et tous ces services, etc., vous les configurez avec quelque chose qui ressemble à ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, voilà, les trucs, les parenthèses, etc. Donc là, avec cette commande-là, en fait, vous avez généré une machine virtuelle, donc vous avez généré un OS, en fait, voilà. Donc avec une ligne de commande, voilà. Donc nouvelle coupure pub. Donc Geeks et sa communauté. Donc Geeks a été créé en 2012 par Ludovic Cortés. Donc Geeks à la base, c'est Guile, qui est donc cette histoire de scheme de parenthèse, qui était utilisé avec Nix. Et Nix, c'est une distribution, enfin, c'est un gestionnaire de paquets qui s'appelle Nix et NixOS. Et c'est eux qui ont vraiment initié la gestion de paquets dans le paradigme fonctionnel, etc. Et donc, Geeks, à la base, c'est juste Guile plus Nix. Et puis après, ça a évolué. C'est une réimplémentation de tous ces concepts de gestion de paquets. Donc aujourd'hui, il y a plus de 100 000 commits. Il y a 800 personnes qui ont contribué. C'est une petite communauté, mais très active, en fait. La version 1, elle est sortie en 2019, donc c'est assez stable. Donc voilà, comme je disais, régulièrement, il y a des articles de blog qui paraissent pour les nouvelles fonctionnalités, etc., etc. Il y a eu 2 conférences en ligne qui ont été organisées. On fait souvent des hackathons. Tous les ans, il y a les Geeks Days qui sont juste avant le FOSDEM, où on se réunit, on discute de différents sujets. Et donc, comme c'était il y a les 10 ans, il n'y a pas longtemps, on a fait une conférence voilà. Et donc, donc sur le site des 10 ans, il y a plein de vidéos hyper intéressantes sur ce que fait Geeks dans différents cas d'usage. Et je me suis juste permis de pointer cette vidéo-là qui retrace les 10 ans d'histoire de Geeks, donc les 10 ans d'échecs. Voilà, donc la communauté, elle est vraiment super accueillante et bienveillante. Et il y a une association qui est foundationgeeks.info qui permet un peu de gérer la partie administrative de la maintenance des différents serveurs. Enfin, il faut payer des factures, etc. Donc c'est une association, voilà. Vous pouvez adhérer. Donc, ok, donc déjà, c'est assez cool. Donc, on a un gestionnaire de paquets qui est comme tout le monde, mais avec des nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez générer des environnements à la volée, etc. Tout ça. Vous pouvez générer du coup des images Docker. Vous pouvez générer un OS, etc. Donc déjà c'est cool. C'est un truc qui fait tout ça. Donc déjà, c'est plutôt pas mal. Mais ok, mais en quoi c'est reproductible tout ça? Donc, en fait, tout à l'heure, je vous ai dit, on n'a pas marqué les versions. Donc, parlons de versions. Donc, en fait, quelle est la version de Geeks que vous utilisez? Donc, si vous faites Geeks Describe, il va vous retourner un truc qui ressemble à ça. Et là, vous avez un numéro de commit. Donc là, en l'occurrence, c'est EB34FF1, qui est en fait la version de Geeks que vous utilisez aujourd'hui. Donc, c'est l'état dans lequel se trouve Geeks. Et cet état, il fixe la version et de la collection de tous les paquets et de Geeks lui-même. Donc, en fait, Geeks, il fonctionne par état. Et un état, c'est quoi? En fait, un état, c'est un graphe. Donc là, en l'occurrence, c'est le graphe de Python 3.9. Donc en fait, quand vous avez un état, il fixe ce graphe. Et quand vous changez d'état, vous changez ce graphe. Donc il y a un nœud qui doit changer dans le graphe quand vous changez d'état. Et c'est reproductible parce que ça fixe ce graphe, etc. La question qu'on pourrait se poser, c'est par exemple, là c'est Python 3.9 qui dépend de TK par exemple et de TK 8.6 qui va dépendre de libxft 2.3. Est-ce que c'est le même Python 3.9 si on change la version de libxft? Et ça, c'est pour ça qu'il y a des problèmes souvent de reproductibilité d'un environnement à l'autre. C'est parce que dans le graphe, il y a des nœuds qui ne sont pas les mêmes entre 2 machines. Et vous avez bien le même source 3.9,
Mais parce qu'il y a une différence dans le graphe, ce n'est pas reproductible d'une machine à l'autre. Et Geeks fixe le graphe. Donc du coup, vous êtes sûr que Alice, Blake, Bob, Carol, Dan, enfin tous les gens, etc., vont utiliser le même graphe, donc les mêmes versions. Et c'est pour ça que c'est reproductible. Et le graphe, il peut être très gros. Hein. Là, il y a juste, j'ai mis 6 étages. Par exemple, si vous mettez, il y a 137 nœuds pour Python, et il y en a 1400 pour Skippy, qui est une librairie de calcul scientifique en Python. Donc ça peut être vite des graphes qui sont très gros en termes de dépendance. Et c'est pour ça que si on ne fixe pas ce graphe, il y a des problèmes de reproductibilité. Donc, c'est quoi dans ce graphe? C'est quoi un nœud du graphe? Donc un nœud du graphe, c'est une définition d'un paquet. Donc vous voyez, c'est encore ce langage avec les parenthèses, etc. Donc ça définit le nom, la version, etc. Et là, en fait, ça va définir le build system. Le build system, ça va être, en l'occurrence, GNU build system. Ça va être configure, make install. Et donc ça, c'est les options de la manière dont est construit le paquet. Et les arguments, ça va être par exemple, quand vous allez devoir faire le configure, il faut passer des options spécifiques pour construire le paquet. Et du coup, quand vous allez avoir d'un nœud à un autre, enfin, quand vous allez changer d'état, vous allez peut-être changer ce nœud-là. Et quand vous changez ce nœud-là, en fait, il faut capturer l'information dans ce nœud. Il faut capturer du coup la manière dont c'est configuré, toutes les options de configuration, etc. Et donc en fait, c'est un graphe, parce que vous voyez, en fait, Python, il dépend de bzip2, par exemple. Et donc, bzip2, c'est un autre nœud qui va avoir exactement les mêmes choses. Et donc, vous avez une sorte de récursion, et c'est ce qui définit le graphe. Et c'est un graphe qui est du coup acyclique. Il n'y a pas de cycle, en fait. Donc, bzip2, il ne peut pas dépendre de Python. Voilà. Donc, le message à retenir, en pratique, c'est qu'une version, c'est égal un graphe. Et quand vous faites geekspool, qui est l'équivalent par exemple de apt update, en fait, quand vous faites geekspool, vous changez de version de geeks, donc vous changez de graphe. Voilà. C'est tout ce qu'il faut retenir, et c'est ce graphe-là qui permet d'avoir la reproductibilité. Donc par exemple, si Alice elle fait geeksdescribe et elle met l'état dans un fichier texte, très bien, elle donne ce fichier texte à Blake. Et Blake, elle fait geekspool et elle se met exactement dans le même état qu'Alice. Et donc, Alice et Blake, elles vont utiliser exactement les mêmes graphes, donc les mêmes versions de tous les logiciels, et elles seront normalement bit à bit identiques. Et donc, du coup, il est aussi possible de se placer temporairement dans un état spécifique. Donc, si vous faites geeks_time_machine, cet état-là, vous allez exécuter la commande, en l'occurrence install Python, dans l'état d'Alice sans changer votre propre état. Donc vous pouvez en fait de manière temporaire vous mettre dans un état spécifique pour pouvoir exécuter une commande. Donc en fait vous avez un graphe qui ressemble à ça. Vous avez Blake qui est dans un état donné, Alice qui est dans un autre état et Carol qui sont dans un troisième état. Toutes les trois, elles travaillent sur un projet qui s'appelle qui contient des outils. Donc en l'occurrence c'était Python, NumPy, etc. Donc tous ces outils sont dans un fichier. Ensuite, ils décident de fixer un état, donc en l'occurrence l'état d'Alice. Et avec la time machine, ils peuvent tous travailler dans le même état et avoir exactement tous les mêmes versions. Et pour que ça marche, en fait, il faut préserver tous les codes sources, il faut une compatibilité dans le noyau Linux, ça aujourd'hui c'est assuré, et il faut une compatibilité du hardware, mais grosso modo, c'est bon. Et donc en fait, si on a ces deux fichiers, donc la liste des outils et l'état, ben en fait, tout le monde peut être avoir les exacts mêmes paquets, exactes mêmes choses. Voilà. Donc, je crois que là, c'est le temps de s'arrêter. Donc, Geeks, en fait, c'est un continuum, donc c'est un gestionnaire de paquets déclaratif. Vous pouvez étendre temporairement à la volée, voilà. Vous pouvez maîtriser exactement l'état, vous pouvez générer des packs distribuables, donc du Docker, vous pouvez des machines virtuelles, etc. Et c'est voilà. Donc en fait, le point clé, c'est que Geeks, ça maîtrise un contrôle fin du graphe de configuration sous-jacent. Et donc si vous avez ces deux fichiers qui sont l'état et la configuration, ben, vous pouvez avoir les mêmes choses sur toutes les machines, d'une machine à l'autre, quel que soit le temps qui passe. Et donc là, voilà, une config, elle est reproductible d'une machine à l'autre et dans le temps.
Donc ça, c'est les scénarios du début qui étaient tout cassés. Donc voilà, Alice, elle installe 3.9 et 1.20, là, les Python et NumPy. Ben Blake, elle peut, avec la Time Machine, générer, en fait, avec les outils d'Alice, un profil, donc un environnement qui va contenir les mêmes outils qu'Alice. Elle va pouvoir travailler avec Alice. Si Charlie casse son système, il fait rollback et puis c'est réparé. Si Bob, il a les mêmes versions qu'Alice, donc il a le même état qu'Alice, et il n'a pas le même résultat, ben, vous avez trouvé un bug, donc c'est pas normal, quoi. C'est pas possible normalement, donc c'est un bug. Et puis si Dan, il essaie de rejouer le même scénario qu'Alice, et ben, il fait juste la même chose que Blake. Donc voilà. Donc j'espère que vous êtes convaincus que Geeks c'est trop cool. Ça fonctionne uniquement sur Linux, et par contre ça implique une forte transparence. Donc parfois il y a certains drivers propriétaires qui ne fonctionnent pas. Mais bon, ça, voilà, après, c'est des choix de chacun. Et puis, certaines commandes, elles peuvent paraître un peu lentes. Donc, par exemple, pull, search, voilà, mais retourner des erreurs obscures. Mais on travaille avec le projet pour essayer d'améliorer tout ça. Mais par rapport à d'autres distributions, parfois, ça peut paraître un peu lent, mais c'est parce que ça fait plus de choses, hein, quelque part. Et surtout, en fait, au début, les premiers pas requièrent un peu de patience. Donc, il faut accepter que ce n'est pas tout comme d'habitude. Mais une fois qu'on a accepté que ce n'est pas comme d'habitude et qu'il y a des choses un peu différentes, en fait, il y a une souplesse qui fait qu'on arrive. Moi, j'arrive plus à réutiliser une distribution Linux classique. En fait, il y a tellement de choses qui me manquent. Enfin, voilà. Et donc, du coup, pour passer cette étape qui est un peu, parfois, la courbe d'apprentissage elle est un peu raide, la communauté, elle est vraiment très accueillante. Et enfin, voilà, souvent, il y a plein de questions sur les forums et enfin, sur les mailing lists, etc. Et tout le monde est en général assez aidant et bienveillant, etc. Donc voilà, si vous avez des questions, maintenant ou plus tard, voilà. Et merci à Julien qui m'a donné des petits conseils hier. Donc Julien, c'est celui qui s'occupe d'une partie de la traduction, et en particulier la traduction française de Geeks, au-delà de tout le truc d'Ocamel, etc. Mais voilà. Donc si vous lisez le manuel en français, c'est grâce à lui. Voilà, merci. Ouais. Alors, il y a deux axes. Le premier axe, donc c'est une très bonne question et qui revient très souvent, c'est pourquoi, quelle est la différence avec Nix. Donc, il y a deux axes, de mon point de vue, hein, il y a deux axes. La première axe, en fait, c'est cette histoire de DSL. Donc, c'est du scheme. Et ça fait que du coup, il n'y a pas les Nix expressions, machin. Après, c'est du C++ pour le cœur. Après, parfois, il y a des extensions qui sont écrites en Bash, etc. En fait, l'écosystème Nix, il est assez éclaté en termes de commandes, alors que c'est beaucoup plus cohérent dans Geeks. Donc, le ticket d'entrée, il est un peu plus cher parce qu'il y a moins la communauté elle est plus petite, mais une fois qu'on a passé ce truc-là, c'est beaucoup plus adaptable. Donc, voilà. Donc, c'est un peu comme tout. Après, un problème de poulet d'œuf. Donc moi, je pense que le fait que ça soit une continuité, c'est une force de Geeks par rapport à Nix. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en fait, donc j'ai pas trop parlé, mais là, c'est le graphe de dépendance, en fait. Et du coup, il y a des racines du graphe, là, à un moment donné. À un moment donné, il faut s'arrêter. Et donc, en fait, quelle est la taille binaire qu'on accepte pour démarrer? Donc, c'est les problèmes de bootstrap. Donc, par exemple, quand on va vouloir bootstrapper un compilateur C, et à un moment donné, avec de quoi on part? Et là, je pense qu'il y a une différence avec Nix. Après, ça n'engage que moi. Hein. Peut-être que je dis des bêtises, quoi. Mais pour moi, Geeks prend beaucoup plus au sérieux cette histoire de bootstrap, où il débootstrap beaucoup plus tout, en fait.
que Nix. Du coup, en termes de sécurité, il y a beaucoup plus d'audit et de transparence, puisqu'il peut y avoir une introduction de Trusting Truck Attack de Ken Thompson, par exemple, où on vérole le compilateur et du coup la supply chain, waouh, ça fait beaucoup de mots d'anglais tout ça, va être vérolée. Geeks prend beaucoup plus au sérieux ça, en fait, pour essayer de débootstrapper tout, pour dire on va avoir une transparence du début jusqu'à la fin, en fait. Donc, par exemple, il y a un énorme boulot qui est fait pour Rust. Julien, il a pas mal participé à débootstrapper OCaml, par exemple. Voilà. Donc, en fait, à partir de... Enfin, il pourra mieux en parler que moi, mais à partir d'un interpréteur écrit en Guile, plus ou moins, en fait, il rebootstrap entièrement OCaml 4.07, et à partir de ça, on pourra construire les nouvelles versions d'OCaml. Donc, voilà, c'est pour dire que la différence avec Nix, je pense qu'elle est sur ces deux points. Voilà. Ça engage que moi. Hein. Enfin... Ouais. Ben, en fait, donc du coup, donc là c'est pareil, je vais faire en deux parties la réponse. Donc moi, parce que j'ai pas envie de passer mes week-ends à reconfigurer mon noyau Linux pour faire marcher ma carte Wi-Fi, j'utilise Geeks sur Debian. Donc j'utilise Debian pour le noyau Linux et le gestionnaire de fenêtres, et après tout le reste, c'est Geeks. Ça, c'est une première approche qu'on appelle en fait Geeks sur une distribution étrangère. Foreign distro, dans le manuel en anglais. Externe. Ah, mais j'ai bien écrit alors. Bon, bref. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, du coup, si vous voulez avoir Geeks en tant que système, donc en fait, vous configurez quelque chose comme ça, en fait. Donc là, vous avez votre configuration du système. Et si vous faites Geeks system reconfigure, ça va vous générer une image bootable que vous allez pouvoir utiliser. Donc en fait, vous allez avoir toutes les propriétés que j'ai décrites sur le rollback, etc., tout ça, en fait, au niveau de l'OS lui-même, en fait. Donc Geeks est une distribution. Ça s'appelle Geeks system. Voilà. Donc Julien, par exemple, il l'utilise sur ses serveurs, etc. Enfin, voilà. Voilà. Ah, il est disparu. Alors, en fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. En fait, je prenais l'exemple de Debian, mais c'était juste pour fixer les idées. Hein. Vous pouvez l'utiliser sur n'importe quelle distribution, en fait. C'est-à-dire, en fait, il y a des gens qui l'utilisent sur Arch, sur Gentoo, etc. Il n'y a pas de Red Hat, enfin, ce que vous voulez. Il faut juste un noyau... Comment ? Même Android. Voilà. En fait, il faut juste avoir un noyau Linux récent pour pouvoir avoir les mécanismes de namespace, etc. Et après, le reste, on s'en fiche complètement, en fait. On contrôle tout de tout, en fait. Geeks contrôle tout, en fait. Il y a plus de... Le seul truc dont il a besoin, Geeks, c'est un noyau Linux. Le reste, après, voilà. Et ça marche même sur Hurd, si vous en êtes vraiment... vous voyez, enfin, le noyau GNU, etc. Enfin, voilà. Il y a 20 000 paquets aujourd'hui, entre 20 et 30 000. Alors, il y a moins de paquets qu'APT. La communauté, elle est plus petite. Mais après, voilà. Donc, il y a ce que la communauté utilise, en fait. Donc, il y a des choses. Après, il n'y a peut-être pas ce dont vous avez besoin. Mais par contre, il y a des choses, comme j'expliquais, avec ces histoires d'extensibilité, de cœur écrit, etc. En fait, par exemple, CRAN, c'est le dépôt de tout ce qui est R. Donc R, c'est un langage de programmation qui est statistique, etc. Et CRAN, du coup, ils fournissent le packaging pour l'écosystème R. Donc en fait, c'est comme Python et Pip, mais pour R. Et récemment, en fait, il y a Lars, je ne sais plus où il est, bon, il avait besoin pour le travail, pour les chercheurs, d'avoir tout packagé, tout CRAN dans Geeks. Et il a fait des petites moulinettes où il y a tous les paquets CRAN aujourd'hui qui sont disponibles dans Geeks. Donc il y a plus de 18 000 paquets R dans Geeks. Et ça, avec Debian, par exemple, c'est pas possible. Enfin, à ma connaissance. Hein. Après, peut-être qu'il y a des gens qui sont capables. Mais... Et ça, c'est parce qu'on peut scripter plein de choses pour automatiser plein de choses. Alors, mais en fait, ça dépend de comment vous l'utilisez. Ça veut dire que si vous l'utilisez sur une distribution externe, effectivement, il faut mettre les composants que vous utilisez de la distribution externe, il faut les mettre à jour. Et après, les composants de Geeks qu'il faut utiliser, il faut aussi les mettre à jour. Mais si vous utilisez Geeks comme système d'exploitation complet, en fait, ben vous mettez juste à jour Geeks, en fait. Je ne sais pas si je réponds à votre...
Ben, en fait, ben, la réactivité de Geeks, elle est plus que Debian, en fait. Enfin, ça dépend, on peut discuter après sur certains CVE, enfin, oui, voilà. On peut discuter dans les détails certains CVE, etc. Mais pour ça, les mises à jour de certains paquets, ça va plus vite dans Geeks que dans Debian. Enfin, vous voyez, on peut discuter finement. La seule différence par rapport à Debian, c'est que Debian, vous avez un Debian stable qui est avec, qui est du coup pour la production, c'est super. Geeks est un peu plus volatile en fait. Ça ressemble plus à un testing ou un unstable qu'à vraiment un Debian stable. Si on parle vraiment en termes de prod pure sur des machines. Enfin, de mon expérience aussi. Hein, enfin, voilà. D'autres questions? Ah oui. Alors, la réponse, ça va être, ça dépend du paquet. Donc, il y a des paquets qui sont super faciles à mettre à jour, et c'est même une ligne de commande. Donc, dans le manuel, il y a une section dédiée à comment contribuer, en fait. Donc, voilà, il faut cloner le dépôt, et après, il faut y a 2-3 manips, etc. Et c'est pas très compliqué. Et après, vous soumettez le patch, et après, le patch, il est reviewé par quelqu'un de la communauté, et après, il est mergé. Enfin, il est fusionné. Bon. Et enfin, c'est assez facile en fait. Voilà. En fait, donc moi, le premier patch que j'ai envoyé, ça va être décembre 2018. En 2019, j'ai envoyé une paire de patchs et aujourd'hui, en fait, j'aide à maintenir une partie de l'écosystème Julia, R, et puis quelques trucs des lignes de commande, enfin des sous-commandes Geeks dans Geeks quoi. En fait, du coup, en pas très longtemps, en fait, on arrive à prendre la place, enfin, vous voyez, s'occuper des choses en fait. Il n'y a pas trop d'inertie dans le projet, donc c'est assez facile de contribuer. Voilà, c'est vraiment. Moi, au boulot, donc je travaille dans une université à Paris où c'est dans un truc biomédical, tout ça, et donc je travaille avec des médecins. Il y a des médecins qui ont contribué à Geeks, quoi, qui ont fait des paquets R pour leur boulot, en fait, pour leur analyse de données là, de trucs cancer, machin bidule, et ils ont fait des paquets Geeks. Donc, vous voyez, c'est pas des informaticiens, c'est pas des ingénieurs, c'est des médecins qui ont réussi à faire des paquets. Donc, c'est vraiment pas très compliqué. Après, il y a des paquets très durs. Les paquets de machine learning, par exemple, sont très durs à packager, mais voilà, ça dépend vraiment le paquet. Donc, il y a une commande Geeks import qui permet d'aller interroger des bases de données de paquets. Donc, par exemple, OCaml. Donc, OCaml distribue ses paquets avec un système qui s'appelle OPAM. Et donc, du coup, donc ils ont tout un système qui vous faites OPAM install, etc. C'est tout l'écosystème OCaml qui est géré avec OPAM. Mais si vous faites Geeks import OPAM, et puis vous mettez le nom du paquet, ça va aller interroger la base de données OCaml, en fait. Ça va extraire les métadonnées pour générer une recette de construction de Geeks automatiquement. Bon, ça, c'est Julien qui l'a fait, par exemple. Voilà. Mais donc vous avez en fait une recette pré-remplie, quoi, et vous n'avez plus qu'à corriger, et la communauté vous aide à corriger pour que ça soit mergé upstream. Du coup, dans la branche master, quoi. Ouf, ouah, trop d'anglais. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, et bon apéritif.